Bonjour, très chers apprenants. C'est Mouchefal Papis Komaha qui vous revient pour vous présenter résumé, un petit résumé accompagné de quelques explications sur une thématique très importante, une thématique très importante ayant trait au programme d'histoire de la classe de terminale. Il s'agit des relations Est-Ouest de 1947 aux années 90, 80, 91. C'est une leçon phare. Pourquoi? Parce que tout simplement, à y regarder de très près, vous vous rendrez compte que les autres leçons qui vont suivre, je vais vous parler donc de la Chine, je vais vous parler des mouvements de la décolonisation, toutes ces leçons-là ont évolué dans un contexte de guerre froide. Donc, du coup, il arrive parfois que l'on aborde des éléments de la décolonisation et des éléments donc de la guerre froide et en même temps des éléments de la décolonisation. Donc, d'où l'intérêt de ce thème, donc, majeur que je disais tantôt. Alors, rapidement, pour ce résumé, d'abord, il est important de définir la notion de tenter de définir la notion de guerre froide. Par guerre froide, on peut entendre une confrontation idéologique entre le bloc Est dirigé par l'URSS et le bloc Ouest dirigé par les États-Unis. C'est une tension géopolitique, hein, c'est une période donc marquée par des tensions géopolitiques et des hostilités entre les États-Unis et l'URSS ainsi que leurs États alliés, leurs États satellites, leurs États tampons ou bien leurs États intermédiaires durant toute la seconde moitié du XXe siècle. Très chers apprenants, la leçon portant sur les relations Est-Ouest de 1947 aux années 90 à y regarder de très près, s'il s'agit donc de construire une courbe d'évolution, vous verrez que celle-ci a une allure irrégulière. Que cela signifie? Il y a eu des moments de continuité de crise, mais aussi des moments de rupture. Donc la courbe a évolué en dents de scie. Il y a eu des moments de tension, des moments de crise, des moments d'accalmie, des moments de décrispation dans les relations Est-Ouest. Donc, il est important quand même de faire un petit rappel hein, avant de démarrer par l'année 1947. En effet, il y a eu des prémices, hein, il y a eu des prémices de cette guerre froide, car en 1945, lors des dernières conférences, la conférence de Potsdam, la conférence de Yalta d'abord et la conférence de Potsdam, il y a eu mésentente entre ces deux puissances, les États-Unis et l'URSS, car chacun essayait de tirer de son côté, chacun voulait faire prévaloir ses idéaux et ses opinions. Et du coup, il y a eu donc mésentente. Mais en 1946, les affaires vont s'éclaircir davantage car Winston Churchill, le premier ministre britannique, dans son discours à Fulton, a attiré l'attention sur l'installation d'un rideau de fer qui divisa l'Europe en deux entités, Est et Ouest, de Stettin à Trieste, de la mer Baltique à la mer Adriatique. Mais en 1947, on va assister véritablement à une rupture qui se traduit par quoi? Par la formation des blocs. Une rupture qui se traduit par quoi? Par la confrontation, ou bien des confrontations idéologiques sur le plan politique. Les États-Unis, avec Harry Truman, ont appliqué la politique de l'endiguement appelée le containment. Et les soviétiques ont répliqué en créant aussi un bureau de liaison de tous les partis communistes, à savoir le Communfort. Sur le plan économique, les États-Unis vont profiter de leur position privilégiée pour proposer un plan de financement pour reconstruire le continent européen. C'est le plan Marshall. Mais tout cela, l'objectif visé était de satelliser davantage le monde, d'avoir donc beaucoup plus d'états tampons, d'états intermédiaires, d'états interposés. Et l'URSS, ayant compris ce jeu, refuse ce cadeau qu'elle considère comme étant un cadeau empoisonné en proposant
aux pays de l'Europe de l'Est le CAEM, le Conseil d'assistance ou bien d'aide économique mutuelle. Du coup, hein, la situation va évoluer et on va basculer dans les crises à partir de 1948 jusqu'en 1953. Ce sont donc les premières manifestations, ce sont donc les premières crises de la guerre froide. En 1948, il y a d'abord la crise en Tchécoslovaquie. Les communistes s'emparent du pouvoir sans effusion de sang. C'est le coup de Prague. À Berlin, la crise est liée par le non-respect des accords qui ont été signés, comme je vous l'avais dit tantôt, dans les deux dernières conférences, à Yalta et à Potsdam. C'est lié au fait que la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient unifié leurs forces, leur zone, hein, leur zone donc, géographique, hein, pour en créer une seule. Mais encore, ils établissent une monnaie commune appelée le Deutschmark. Constatant alors une violation des accords qui ont été signés à Potsdam, du coup, l'URSS va empêcher le ravitaillement des populations de Berlin-Ouest. C'est ça qu'on appelle le blocus de Berlin. Mais face à ce blocus, les États-Unis ont réagi en créant un pont aérien. 1949 va consacrer la fin de cette crise. Aussi, en Indochine, il y a eu une crise, hein, parce que les populations d'Indochine avaient voulu donc prendre leur indépendance. Et cette lutte a été portée par un homme vaillant appelé Ho Chi Minh. En Chine, en Asie précisément, il y avait une guerre civile qui avait opposé deux factions. Une faction soutenue par les États-Unis, c'est la faction des nationalistes avec Chiang Kai-shek, et une autre faction soutenue par l'URSS, c'est la faction des communistes de Mao Zedong. Mais Mao va remporter la victoire, bien sûr, avec le soutien de l'URSS et avec le soutien des paysans chinois. Hein, et il a proclamé la République populaire en 1949. Et quant à Chiang Kai-shek, il est allé donc se réfugier dans l'île de Formose, appelée Taïwan. Du coup, on a la Chine continentale et la Chine insulaire. La Chine continentale sous influence soviétique et la Chine insulaire, Taïwan, sous influence américaine. Toujours en Asie, il y a eu une grande crise, hein, une crise très importante, une crise à dimension internationale. C'est la crise de Corée de 1950 à 1953. Et pourquoi une crise très grande, hein, une crise à dimension internationale? C'est parce que tout simplement il y a eu l'implication des forces onusiennes, des forces de l'ONU, dirigées par MacArthur. Attention, c'est pas McAfee, hein, c'est MacArthur. McAfee, c'est le sénateur du Wisconsin. D'accord? C'est lui qui avait recommandé la chasse aux sorcières. D'accord? Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les Chinois vont soutenir la Corée du Nord. N'oublions pas que la Corée était divisée en deux. La Corée du Nord sous influence soviétique et la Corée du Sud sous influence américaine. La Corée du Nord va envahir la Corée du Sud avec le soutien des Chinois, et la Corée du Sud va être soutenue par les États-Unis et les forces de l'ONU dirigées par MacArthur, comme je le disais tantôt. Ici ajoute le soutien taille de l'URSS. Signalons que MacArthur avait même menacé de larguer la bombe atomique. Heureusement qu'en 1953, des accords de paix ont été signés, mettant fin à cette crise. C'est les accords de Panmunjom. Ça, c'est en 1953. Alors, très chers élèves, à partir de 1953, on entre dans une nouvelle ère, une nouvelle situation. Donc, cette fois-ci, la courbe est décroissante. Elle était ascendante de 1947 à 1953 et de 1953 jusqu'en 1956 exclu, la courbe est décroissante. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on est dans une nouvelle période d'accalmie, une période de décrispation.
Cette courte période est appelée dégel. Et quels sont les facteurs qui ont contribué à cela? Il y a surtout le changement d'homme, changement à l'ordre politique. Aux États-Unis, Truman est remplacé par Dwight Eisenhower, qui a adopté la politique du rollback, le refoulement, qui est contraire à la politique de son prédécesseur Truman, qui avait opté pour la politique de l'endiguement, qui avait opté la politique du contentment. En URSS, Staline est remplacé par Nikita Khrouchtchev. Staline qui avait adopté une politique rude vis-à-vis des États-Unis. Khrouchtchev, quand il est arrivé au pouvoir en 1953, vers 1953, va adopter la politique de la coexistence pacifique. La politique de la coexistence pacifique. Mieux encore, c'est sous son magistère, le magistère de Nikita Khrouchtchev, que fut appliquée la politique de déstalinisation, politique mal perçue par la Chine. Nous reviendrons là-dessus. Alors, 1950, comment déjà encore, je disais donc à partir de 1953 jusqu'en 1956, il y a eu donc quelques moments de répit. On peut rajouter, en dehors du changement d'homme, en dehors aussi, comment dirais-je encore, du changement d'homme en URSS et aux États-Unis, mais m'excusez, on peut souligner un autre élément quand même, à savoir l'équilibre de la terreur, hein, plus ou moins. Et cette parité nucléaire a contribué donc aussi à apaiser un peu les ardeurs. On peut y rajouter comme dernier élément la conférence, ça c'est à titre de contextualisation, la conférence de Bandung. Et cette conférence qui avait réuni de grands hommes, je vous parlais de Jawaharlal Nehru, hein, en Inde, je vous parlais de Gamal Abdel Nasser, l'Égyptien, je vous parlais de Sukarno, l'Indonésien, je vous parlais aussi de Tito, le Yougoslave. L'élément central qui a été débattu lors de la conférence de Bandung, l'élément central c'est quoi? C'était donc l'indépendance, la décolonisation. Mais, chers élèves, ça a été donc une courte période. Une courte période. Pourquoi? Parce que tout simplement, en 1956, on entre dans une nouvelle ère, une ère de crise, une ère de tension. C'est la crise de Suez. En 1956. Ceci est lié au refus de financement de la Banque mondiale et du FMI. Ces deux structures ont refusé de financer Gamal Abdel Nasser qui avait voulu construire le barrage d'Assouan pour développer son pays. Et devant une telle situation, Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez. Et non content de cette situation, la France et la Grande-Bretagne lui ont déclaré la guerre et ont fait un débarquement à Port Saïd. De l'autre côté, le nouvel État d'Israël va entrer dans la danse en s'attaquant à l'Égypte de Gamal Abdel Nasser. C'est compréhensible, c'est parce que tout simplement l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, cette Égypte-là était le pays arabe le plus puissant, l'un des pays arabes les plus puissants. Et mieux encore, c'est le pays arabe qui avait refusé systématiquement de reconnaître l'État d'Israël. Et autre élément, facteur très important à souligner, pour ce qui concerne l'explication de l'intervention française et britannique, surtout l'intervention française, c'est parce que tout simplement que Gamal Abdel Nasser avait soutenu aussi la lutte d'indépendance des Algériens contre la métropole française. Une guerre qui a éclaté en 1954, correspondant aussi avec la défaite française à Djembelfou. Jusque-là, ça va? Donc, c'est une crise donc très importante qui a perturbé ces moments de dégel. Par ailleurs, il est important quand même de souligner que des années 50 et années 60, il y a eu des crises. Cette fois-ci, je ne parle pas pas seulement des crises entre les blocs, on reviendra bien sûr là-dessus,
pas seulement les crises entre les blocs, c'est-à-dire bloc Est, bloc Ouest, mais il y a aussi des crises au sein des blocs. Il y a eu des crises, des tensions au sein des blocs, crises entre guillemets, d'accord. Surtout, de vives tensions au sein du bloc oriental. Mais dans le bloc occidental, il y a, il y a des mésententes, on peut le dire, une petite confrontation, quoi, mais pas, les armes n'ont pas tonné. Alors, pour les crises dans le bloc oriental, il s'agit de la crise qui a eu lieu en Hongrie, avec l'insurrection de Budapest, qui se traduit par un soulèvement populaire contre le communisme, en 1956. Et ça s'est traduit par des massacres, par l'intervention des hommes du pacte de Varsovie. La crise en Pologne, avec la révolte ouvrière sévèrement réprimée par les communistes. Il y a aussi la rupture des relations diplomatiques entre la Chine et l'URSS. Une rupture qui a fait capoter, veuillez m'excuser du terme, la politique du grand bond en avant de Mao Zedong, car l'URSS avait retiré ses experts, car l'URSS avait retiré ses techniciens au moment où la Chine voulait se développer, voulait réaliser sa politique du grand bond en avant avec Mao Zedong. Toujours dans le bloc oriental, nous pouvons citer aussi une crise d'une grande envergure, c'est la deuxième crise tchécoslovaque appelée le printemps de Prague en 1968. Par ailleurs, aussi, il faudra souligner quelques mésententes, quelques problèmes au sein du bloc occidental. Et là, cette fois-ci, c'est une opposition entre la France et les États-Unis. C'est surtout la France de Charles de Gaulle, la France qui annonce son retrait de l'OTAN en 1966, et aussi la France qui critique, signalons, c'est la France de Charles de Gaulle qui critique la politique étrangère des États-Unis, surtout l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Donc, ce sont ces éléments majeurs qu'il fallait donc aussi rappeler. Donc, si on revient maintenant aux affrontements entre ces deux blocs, en dehors de la crise de 1956 liée, au canal de Suez, au problème du canal de Suez, nous pouvons souligner une autre crise qui date de 1961, c'est la crise de Berlin. La deuxième grande crise de Berlin, qui se traduit par la construction du mur de la honte, un mur qui a séparé Berlin en deux entités. Et cela juste pour éviter les vagues migratoires de la RDA, la République démocratique allemande, à la RFA, la République fédérale allemande. Donc un mur a été construit et divisant davantage l'Allemagne en deux, divisant davantage Berlin en deux. Donc, n'oublions pas que l'Allemagne a été au cœur des relations internationales. La question allemande donc, a été un véritable enjeu dans les relations Est-Ouest de 1947 aux années 90-91. Toujours, ça c'est comme nota bene, bien sûr, c'est pas une crise, il faudra quand même le souligner, c'est bon. 1961 aussi consacre l'affirmation du tiers-monde. C'est différent de l'émergence. L'émergence du tiers-monde, c'est en 1955 à la conférence de Bandung que nous avons souligné tantôt, mais 1961, c'est la conférence, c'est l'émergence du tiers-monde lors de la conférence de Belgrade. Lors de la conférence de Belgrade. Comme dernière crise majeure des années 60, c'est la crise de Cuba en 1962. Donc la Troisième Guerre mondiale a failli éclater. Cuba, c'est une île qui est trop proche des États-Unis, une île satellite de l'URSS. Et Cuba est pro-soviétique.
avec Fidel Castro qui avait renversé Batista par coup d'État. Fidel Castro soutenu par Che Guevara, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, les États-Unis qui voulaient systématiquement déstabiliser le pouvoir de Fidel Castro avaient envoyé des anticastristes dans la baie des Cochons pour renverser ce régime. Et Castro va demander le soutien de l'URSS qui réagit en installant des missiles à tête nucléaire orientés vers Miami, en Floride. Et devant une telle situation, les États-Unis ont réagi, hein, ont réagi avec John Fitzgerald Kennedy qui tape sur la table, qui demande à l'URSS de désorienter ses missiles à tête nucléaire. Il est allé même jusqu'à menacer de larguer la bombe atomique. Mais il y a eu accord, bien sûr, entre ces deux leaders. Cet accord consistait à ne plus se mixer dans les affaires de Cuba. Cet accord consistait à désorienter les missiles qui ont été installés en Turquie. Donc, ce sont des missiles des États-Unis. Et de l'autre côté aussi, l'URSS a accepté de retirer, de désorienter ces missiles installés à Cuba contre les États-Unis. Voilà la fin de cette crise de 1962. Mais très élèves, à partir de 1962, cette fois-ci, hein, donc 62 c'est le sommet, hein, c'est le point culminant, d'accord, à partir de 62 jusqu'en 1975, la courbe est décroissante. Hein. Donc là, on assiste à une période d'accalmie. Cette période d'accalmie est appelée détente. Cette période d'accalmie est appelée détente de 1962 ou bien 63 jusqu'en 1975. Quels sont les éléments qui attestent cette détente? Les éléments donc qui peuvent l'attester. Il y a ce que l'on appelle l'installation du téléphone rouge qui relie la Maison Blanche et le Kremlin. Donc les deux grands entament alors donc les négociations. Ça se traduit par quoi? Par l'interdiction des explosions atomiques, par le traité de non-prolifération d'armes nucléaires en 1968, par la signature des accords SALT I en 1962, mais aussi par la conférence de Helsinki en 1975. Conférence à laquelle il a été décidé et il a été pris en compte du respect des frontières, du respect de la souveraineté des États. Mais malheureusement, cette période de détente va être perturbée par des crises. Donc la courbe est ascendante de 1975 à 1985. Deux faits majeurs peuvent l'attester. Il s'agit de la crise de la guerre des euromissiles, mais aussi de l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. Il y a le déploiement des SS-20 à partir de 1976 par les soviétiques. Les États-Unis ont réagi avec le temps en créant des fusées Pershing. On a parlé aussi de l'envahissement de l'Afghanistan en 1979 par les soviétiques. Et la réaction américaine se traduit par quoi? Par des mesures, hein, de rétorsion, à savoir la suspension des ventes de céréales à l'URSS. Il y a aussi la non-ratification des accords SALT II, la non-ratification des accords SALT II en 1979, et aussi le boycott des Jeux olympiques à Moscou, hein, à Moscou en 1985 par les États-Unis. Donc, ce sont ces quelques éléments qui témoignent, qui attestent donc la limite de la détente des années 70, donc de 1975 à 1985. Il y a aussi par ailleurs, soulignons que les éléments qui attestent la limite de la détente, on peut les puiser aussi hors du continent européen. Par exemple, en Afrique, il y a la guerre civile qui avait opposé deux factions aussi, l'UNITA et les MPLA. L'UNITA soutenue par les États-Unis et les MPLA soutenus par les soviétiques en Angola, en 1978. Ici ajoute donc aussi la crise au Congo, et en Amérique latine. Au Chili, avec le renversement de Salvador Allende, élu démocratiquement par Augusto Pinochet. Autre élément
c'est en mars 1983, Ronald Reagan qui lance l'initiative de défense stratégique ou la guerre des étoiles. Ce sont donc des faits majeurs qui attestent les limites de la détente. Jusque-là, ça va. À partir de 1985 jusqu'en 1990-91, donc 85 jusqu'en 1990-91, ici la courbe est décroissante. Là, on s'achemine vers une fin de la guerre froide entre guillemets. Et ceci est dû à plusieurs facteurs. En URSS, il y a l'arrivée de Mikhail Gorbatchev qui se soucie vraiment de la reconstruction, de la restructuration de l'URSS et appelée la perestroïka et de la transparence appelée la glasnost. Donc, il va appliquer ces deux politiques, la politique de la transparence et la politique de restructuration, de reconstruction. Donc, la perestroïka et la glasnost. Mais pourquoi cette nouvelle donne? C'est parce que tout simplement, l'URSS aussi traversait une situation socio-économique et politique difficile. Hein, oui, une économie qui est délabrée, mais aussi il y a eu la corruption et un niveau de vie qui est donc assez faible. C'est ça qui explique cette nouvelle donne, cette politique adoptée par Mikhail Gorbatchev. Et l'URSS donc a été affaibli, il faudra le signaler, par cette course aux armements. Il y a la fin de la bataille des euromissiles qui va participer donc les choses, et la reprise des négociations sur le désarmement, la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et la réunification des deux Allemagnes, la RFA et la RDA. Il s'y ajoute l'effondrement des démocraties populaires entre 1989 et 1991 avec la Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie et la dislocation de l'URSS en 1990, la dissolution du pacte de Varsovie et la naissance de la communauté des États indépendants, à savoir la CII en 1990-91. Très chers apprenants, telles sont les grandes lignes ayant trait à cette leçon phare du programme d'histoire de la classe terminale. Je vais vous parler des relations Est-Ouest de 1947 aux années 90-91. Je vous remercie.